Bonjour et merci de m'accueillir dans votre espace de dialogue. Je voulais juste, avant de commencer à répondre aux questions qui m'ont été posées sur la communication animale, juste préciser que je ne suis pas communicatrice animalière, je suis sociologue à la base. Donc mon regard est celui d'abord d'une sociologue, mais j'ai quand même suivi pendant 1 an et demi, 2 ans, et travaillé à peu près pendant 2 ans sur ce sujet, donc je l'ai approché de près. Néanmoins, je répondrai en mon nom, par rapport à mon expérience. Alors, première question qui m'a été posée, qu'est-ce que la communication animale intuitive? Alors, juste du point de vue de la définition, parfois on entend parler effectivement de communication animale intuitive, mais des fois on peut également entendre parler de communication interespèces. L'un et l'autre sont en fait la même chose. En 2 mots, vraiment s'il fallait de façon très courte, je pourrais dire que la communication animale intuitive, elle consiste à favoriser, à permettre la mise en relation entre 2 êtres vivants, dont l'un est humain et l'autre évidemment animal. Avant d'aller beaucoup plus loin dans la définition, j'ai juste envie de dire ce qu'elle n'est pas, afin d'écarter toutes les idées qui pourrait porter à confusion. Et pour bien comprendre ce qu'elle est, donc on va commencer par évacuer ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle ne doit pas être. Il ne faut pas confondre la communication animale intuitive avec le comportementalisme qui, lui, analyse plutôt la relation de comportement ou psychologique entre l'animal et son propriétaire. Ce n'est pas non plus l'éthologie. Parce que l'éthologie, c'est quelque chose qui étudie le comportement des espèces animales, plus particulièrement dans leur milieu naturel. Et en ce cas, on est en présence de ce qu'on appelle une biologie du comportement, un peu plus. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle est? Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la communication animale? En communication animale, l'échange d'informations entre l'animal et l'humain ne nécessite pas forcément la présence physique de l'animal, ce qui n'était pas le cas des comportementalistes ou des éthologues qui ont besoin de la présence physique de l'animal. Par ailleurs, on peut dire qu'elle n'a pas recours au sens ordinaire, c'est-à-dire que un communicateur animalier n'a pas besoin spécialement, ça peut arriver, mais il n'a pas spécialement besoin de voir, de toucher, d'entendre, de sentir ou de goûter, entre guillemets, l'animal, quoi. C'est-à-dire que la communication animale passe toujours on pourrait dire, par un certain silence entre l'homme et l'animal. Elle peut être définie comme la perception des pensées, des sensations physiques et émotionnelles d'un animal en se connectant à lui par empathie et télépathie. Moi, c'est un peu comme ça que les communicateurs animaliers m'ont parlé de cette discipline. Alors, les communicateurs que j'ai interviewés sont à peu près tous d'accord pour dire que leur rôle, à eux, est assez proche de celui que pourrait avoir un interprète de conférence. Ça veut dire que le communicateur animalier, peut être vu comme une sorte d'intermédiaire entre un animal et son propriétaire. Et justement, il va être appelé lorsque se pose un problème entre le propriétaire et l'animal. Et ça peut être bien sûr pour des raisons tout à fait différentes. Pour une raison psychologique, pour une raison de comportement, pour une raison physique, et pourquoi pas parce qu'il y a un animal qui a été perdu. Il y a des gens qui ont recours à des communicateurs animaliers parce que des animaux sont perdus et ils veulent avoir des indices ou savoir où sont les animaux pour essayer de les retrouver. Alors, à qui s'adresse la communication animale? Selon mon enquête, la plus grande partie des demandes viennent des particuliers qui ont en général des soucis avec leurs animaux. C'est aussi bien des animaux domestiques que des animaux de ferme. Mais une communication animale peut être aussi demandée lorsqu'un propriétaire d'animal souhaite entrer en contact avec un animal défunt. Ça fait aussi partie de la capacité de certains communicateurs animaliers. Je ne généralise pas, après chaque individu est différent, mais c'est quelque chose que l'on peut effectivement trouver auprès de certains communicateurs animaliers. Voilà.
ce qui est clair, c'est que chaque communicateur décide ce qu'il préfère faire ou pas. Moi, j'ai rencontré des communicateurs animaliers qui aimaient faire la connexion avec les animaux défunts et d'autres pas. Donc là, il n'y a pas de... Voilà, c'est en fonction de la personnalité de chacun. Les communicateurs peuvent être aussi amenés à travailler évidemment en collaboration avec des zoos par exemple, ou ils peuvent être amenés à s'occuper d'animaux plus sauvages. Donc c'est pas forcément toujours des chiens et des chats, ou même si c'est quand même la majorité les animaux domestiques. De toute façon, d'après ce qui m'a été confirmé par, alors là je dirais par l'ensemble des communicateurs animaliers, il n'y a pas de différence pour eux. Que l'animal soit domestique ou sauvage, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un lion, d'un hamster, d'un serpent et pourquoi pas d'une araignée, c'est fondamentalement ça ne change rien au fond, ça ne change rien à leur méthode. Pour eux, le contact est possible avec tous les types d'animaux. Il y en a qui travaillent aussi avec pour des haras ou pourquoi pas des cirques ou autre chose. Ensuite, en ce qui concerne le côté plus géographique, les communicateurs animaliers que j'ai rencontrés travaillent possiblement avec tous les pays du monde. Et ils se servent du web beaucoup, ou du téléphone, et ils travaillent à partir de la photo de l'animal. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de la présence physique de l'animal, contrairement aux comportementalistes ou à l'éthologue. Alors, là, j'ai dressé un portrait un petit peu technique. Maintenant, d'un point de vue moins technique cette fois, je dirais que la communication animale, c'est un outil qui permet d'affiner notre psychologie et notre spiritualité. En tout cas, la psychologie et la spiritualité de celui qui la pratique. Et je dirais qu'elle reconfigure d'une certaine façon notre regard sur le monde. Alors, de quelle façon elle le reconfigure, ce regard ? Je dirais en premier lieu, évidemment, c'est un outil qui met en relation et en connexion, pas simplement en relation traditionnelle, mais en connexion d'esprit, l'homme et l'animal. Et quand on établit cette connexion, c'est-à-dire qu'on la vit profondément dans son corps et sa conscience, on ne voit plus jamais de la même façon la relation humain-animal. En même temps, je vais amener une réserve à tout ça, pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations de ce que je dis. Il ne faut pas tout confondre non plus. C'est pas parce qu'il y a cette connexion entre l'humain et l'animal que l'un devient l'autre et inversement. Là, c'est pas du tout la problématique de la communication animale, pas du tout. Et au contraire, j'ai envie de dire que ce serait très une grosse incompréhension de le saisir de cette façon. C'est-à-dire, je veux dire par là que chaque humain reste ce qu'il est, et il ne doit surtout pas confondre ses propres besoins à lui en tant qu'humain avec ceux d'un animal, ni se prendre pour un animal. Ce serait une erreur grossière, et je crois, d'après ce que j'ai compris, un contresens à l'égard des messages que tentent de délivrer les communicateurs animaliers. Par exemple, c'est pas parce qu'il peut y avoir une résonance entre, prenons des prénoms, mais entre Philippe et sa chienne Belle, ou entre Sophie et le chat Cachou, que les deux ont les mêmes besoins. Non, chacun conserve sa spécificité d'espèce, et il ne faut pas projeter de l'humain dans l'animal. Donc, l'humain, quelque part, reste l'humain, et l'animal reste l'animal, quel que soit l'amour qui les lie ou qui les unit. Et même s'il y a entre eux une sorte d'écho et de résonance. Ce qui est sûr, c'est que la communication animale aide l'humain à porter un autre regard sur tous ces êtres vivants à plumes, à poils, à écailles ou chauves. Et grâce à la communication animale, on comprend que on est toujours, quel que soit l'animal en présence, face à des êtres conscients et sensibles. C'est ça l'un des messages majeurs de cette discipline. On est en présence d'êtres conscients et sensibles, c'est-à-dire des êtres qui éprouvent des émotions, qui ont des joies et qui souffrent. En second lieu, je dirais que la communication animale est un outil majeur qui permet de comprendre l'importance que revêt l'éthique et le rôle de la compassion dans l'intelligence humaine. Parce qu'il n'y a pas d'authentique intelligence
sans ces deux ingrédients que sont la compassion et l'éthique. Parce que l'intellect tout seul, aussi puissant soit-il, n'est pas l'intelligence. Il est à son service, et ça, c'est pas la même chose. Alors je m'explique. Le fait de pratiquer de façon assidue et authentique la communication animale fait qu'à un moment donné, l'éthique et la compassion prennent chez la personne qui la pratique plus de place qu'auparavant. Alors, si l'animal est un être conscient et sensible, l'espèce humaine est conduite, grâce à la communication animale, à s'interroger sur certaines pratiques, notamment par exemple des cruautés infligées aux animaux, qui ne sont pas un passage obligé. Alors bon, là, à l'occasion de cette interview, on va quand même pas dresser une liste des maltraitances. D'abord, ce serait trop long, malheureusement, et en plus, tout le monde risque de repartir en pleurant, et tellement que c'est insoutenable. Et moi, je veux pas vous faire pleurer, donc c'est quand même pas le but. Bon, je laisse chacun s'informer en fonction de ce qu'il peut supporter, mais vous constaterez que les souffrances animales sont multiples et variées et beaucoup trop nombreuses. Alors, sachant que l'animal est sensible, conscient et dans l'émotion, l'éthique la plus fondamentale est se demander s'il est légitime de toute façon de continuer à valider toutes les maltraitances qu'on leur inflige. Alors là, il y a un vrai débat collectif, c'est en train de germer, on le voit, chacun peut l'apercevoir à la télé, ou en écoutant la radio, ou en discutant. C'est un combat qui est très très loin d'être gagné, mais on peut espérer qu'il prendra de plus en plus de place, et de toute façon, ça a déjà commencé. Alors attention, je ne dis pas que la communication animale est à l'origine de cette interrogation éthique et compassionnelle, c'est pas ça que je dis. Je dis pas non plus qu'elle est à l'origine, par exemple, du végétarisme montant, qui est de plus en plus important. Non. Par contre, je crois qu'il y a résonance entre les deux, c'est-à-dire que la communication animale émerge simultanément en même temps que ces questions éthiques qui prennent de l'importance aujourd'hui. Ensuite, je pourrais vous dire que la communication animale permet de comprendre que les animaux sont aussi des formes de vie intelligentes, donc, mais comme je le disais tout à l'heure, mais pas forcément au sens mental ou intellectuel. C'est-à-dire, pour l'illustrer, le EMC2 qui nous intéresse, c'est pas du tout la préoccupation des animaux. De la même façon, l'expérience du chat de Schrödinger, selon lequel un chat enfermé dans une boîte peut être, selon la perspective quantique, un chat à la fois mort et vivant, tout ça, le chat, il s'en fiche complètement. C'est-à-dire, c'est plutôt l'obsession mentale des personnes fascinées par la mécanique quantique, tout ça. C'est pour bien dissocier ce que j'entends par mental ou intellect et ce qui n'est pas de cet ordre-là. Les animaux possèdent une intelligence non mentale, on pourrait dire, en résumant. C'est une intelligence sensible, faite de perception, d'intuition extrêmement fine que la plupart du temps nous ne possédons pas. Et pour cette raison toute simple, il est stupide, complètement stupide de comparer notre intelligence et la leur, ou de vouloir les évaluer à partir de critères qui sont uniquement les nôtres. D'ailleurs, si nous, humains, on subissait des tests élaborés par exemple, je sais pas moi, des dauphins, des éléphants, des chats ou autre chose, la plupart d'entre nous, peut-être même tout le monde, échouerait. Dans un autre ordre d'idées, imaginez que l'homme passe des tests élaborés par les êtres qui viennent nous visiter en vaisseau, et qui nous visitent. Quelle note est-ce qu'on aurait, c'est peut-être intéressant de se le demander. Ce qui pose également la question de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas toujours de l'animal de quelqu'un d'autre? Et en tout cas, dans tous les cas, de ne pas prendre nos critères à nous d'intelligence et de les appliquer à des formes de vie conscientes, intelligentes et sensibles, mais qui n'ont pas les mêmes critères. C'est ça que je veux dire. Donc tout est relatif, et c'est la même chose pour la compassion. Une communicatrice animalière m'expliquait il y a quelques années on a scientifiquement montré à plusieurs reprises que des rats font preuve de plus de compassion que les humains en certaines situations expérimentales,
qui ont été mises en place par des scientifiques. Alors je ne me rappelle plus le nom de ces tests, hein, mais elle a raison, hein, parce que j'avais vérifié à l'époque, et on sait que c'est vrai. C'est-à-dire que des rats manifestent plus de compassion que les humains. Et puis on sait également qu'en certaines situations, l'animal se montre supérieur à l'homme. Par exemple, dans sa capacité à sentir arriver un tsunami, à détecter un stress, une maladie, ou bien anticiper la malveillance d'une personne, enfin ce genre de choses-là, où nous, on n'est pas vraiment pas des surdoués, quoi. Ça veut dire qu'ils captent des informations, parce que tout est information dans notre univers, hein. Ils captent des informations que nous ne captons pas, et inversement. Alors évidemment, si on prend des critères humains, c'est certain que les animaux vont échouer à nos tests, hein, qui sont faits par l'homme et pour l'homme. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+8 pour comprendre ça, hein. Ensuite, troisième point qui fait que la communication animale est un outil merveilleux aussi, c'est que elle frappe à la porte de notre intériorité, hein, j'ai envie de dire, de notre spiritualité. Elle aide la personne à se repositionner pour et en elle-même, mais aussi dans le monde qui l'entoure, hein. On pourrait dire, pour prendre une image, qu'elle nous sculpte autrement sur le plan de la conscience. Et pour moi, pratiquer la communication animale, c'est un peu accepter un rendez-vous avec cette extrême intelligence qu'on appelle l'intuition. Alors, parlant d'extrême intelligence et l'associant à l'intuition, c'est pas moi qui le dis, hein. Celui qui l'a dit, c'était Albert Einstein, qui disait, je cite, « L'intuition, c'est l'intelligence en excès de vitesse ». Alors, Einstein est l'intellectuel le plus drôle que je connaisse. Je vous invite vraiment à lire ses citations, c'est absolument formidable. Il en a sorti d'excellentes comme celle-là, non seulement excellentes, mais vraies. Et il est très souvent beaucoup plus drôle et subtil que la plupart de nos comiques, hein. Voilà, je ne parle pas de son côté savant, où là je ne suis pas apte à juger, mais par contre sur des phrases comme ça, ça va, je comprends et je trouve ça très pertinent. C'est pas parce que la communication animale permet de travailler l'intuition que le mental disparaît, hein. Ça il faut bien le comprendre. Moi j'ai rien contre le mental, hein. C'est même mon job, hein, j'ai envie de dire. En partie, parce que le mental garde sa fonction, et il a aussi son importance. Bon, en ce moment, par exemple, en vous parlant, j'utilise mon mental pour ordonner ma pensée, pour vous parler, mais c'est pas ce mental-là qui va me permettre de communiquer avec un animal. Au contraire. Le mental, il faut un peu apprendre à le laisser au vestiaire en communication animale, je crois. Parce que la communication entre l'animal et le communicateur animalier, ou bien le propriétaire de l'animal, ne passe pas par le raisonnement, ça ne passe pas par la rhétorique, ça ne passe pas par la logique, mais par un lien télépathique et intuitif, et qu'une communicatrice animalière que j'ai suivie dans l'exercice de sa profession appelait un langage premier. Moi j'aime bien cette expression, un langage premier. Ça passe par un langage premier qui n'est pas mental. Et ce langage premier, trop de mental peut le faire taire, peut le rendre muet, hein. Trop de mental, c'est, à mon sens, ce qui peut faire que justement on échoue en communication animale. Pourquoi ? Parce que du coup on projette ses idées, ses obsessions, ses valeurs culturelles, au lieu de se laisser pénétrer par le message émis par l'esprit de l'animal, ou bien par le nôtre. Donc, je crois qu'il est important de comprendre que la communication animale, c'est un outil qui repositionne notre capacité à émettre et à recevoir des informations non mentales. Et au moins l'espace d'un instant, hein, c'est-à-dire au moins le temps que la communication avec l'animal se fasse. Alors, et ça, dans notre société occidentale, on en a terriblement besoin, parce que cette faculté, elle a été très déconsidérée, elle a été dénigrée par le rationalisme, par le scientisme et par trop de cartésianisme. J'insiste sur les ismes parce que ce sont ces mots-là qui nous ont conduits à voir l'animal comme un objet qu'on utilise sous prétexte qu'il est inférieur, hein. Et en fait, faut dire la vérité, c'est que ça nous arrange bien qu'il soit inférieur, parce que ça justifie le fait qu'on les maltraite de toutes les façons possibles et imaginables.
Encore une fois, c'est pas la rationalité qui dérange, c'est le rationalisme. C'est pas la science qui dérange, c'est le scientisme. Voilà, dès qu'il y a isme, c'est qu'il y a quelque part excès, lourdeur, quelque chose qui ne va plus. D'ailleurs, la personnification de cette séparation entre l'homme et l'animal, c'est le philosophe Descartes. D'ailleurs, il disait que les animaux sont des choses, il disait à peu près que ce sont des choses utilitaires et des mécanismes non doués de conscience. On sait d'ailleurs très très bien que Descartes a été très important dans la construction de notre pensée collective occidentale. Cette vision de l'animal-machine nous a marqué et nous marque encore, parce que si ça ne nous marquait plus, on n'aurait pas cette rentabilité dans ces élevages, ces usines d'élevage qui font qu'en fait la personnalité et l'émotion du cochon ou des vaches que l'on va tuer, on s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est le côté mécanique et le côté rentable. Bref, cette réconciliation avec l'intuition dont je parlais tout à l'heure, je pense que la communication animale en est l'une des facettes sociétales, hein. Ça en est l'une des manifestations, ça n'est pas la seule, bien sûr, mais ça en est une forte manifestation. Et je pense que, en ce sens-là, cette discipline est pour moi une façon de réparer les dégâts faits par trop de cartésianisme sur notre conscience, aussi bien d'ailleurs individuelle que collective. L'intuition relie. La rationalisation délie. Et finalement, je crois que tout est question d'équilibre entre les deux. Et à un moment donné, il y a besoin de disciplines comme celle-ci pour remettre un équilibre. Alors, il n'est pas question de se débarrasser de l'intuition ou de la rationalisation. C'est pas ça le problème. On ne se débarrasse pas de l'une ou de l'autre, mais de trouver une juste mesure entre les deux. Et en cela, la communication animale y contribue largement aujourd'hui. Deuxième question, les vétérinaires sont-ils partisans de cette nouvelle approche du monde animal? Une collaboration est-elle possible entre un vétérinaire et un communicateur animalier? En intervenant et en interviewant et en suivant des communicateurs animaliers dans l'exercice de leur profession, j'ai pu constater que presque à chaque fois, il y a au moins un vétérinaire présent dans les stages. Et ça m'a été confirmé par eux, c'est-à-dire qu'avec les années, de plus en plus de vétérinaires participent aux formations de communication animale. Bon, en même temps, ils ne sont pas du tout majoritaires, hein, soyons clairs là-dessus, hein, c'est juste qu'il y a un mouvement qui s'esquisse dans ce sens, voilà, un mouvement constant. Donc oui, le lien entre communicateurs animaliers et vétérinaires est déjà établi, il existe. Et disons même que dans quelques rares cas, les vétérinaires sont eux-mêmes formés à la communication animale et parfois enseignent la communication animale. J'ai personnellement travaillé avec la vétérinaire Pascale Piette pour mon ouvrage sur la conscience animale et Pascal enseigne aujourd'hui la communication animale après s'être formée pendant des années auprès de Fabienne Maillefer en Suisse. Pascal est à la fois diplômée de l'École nationale vétérinaire et de la faculté de médecine de Nantes. Elle est titulaire d'un certificat d'études en ophtalmologie vétérinaire et communicatrice animalière. Donc cet ensemble est quand même extrêmement intéressant, extrêmement original. Elle est la preuve que la fusion entre les deux, entre ces deux formes de savoir est opérée, et probablement, en tout cas je l'espère, que ça fait que commencer. Sinon, on a également Anna Evans, qui est docteur vétérinaire et qui a été la pionnière en France en termes de communication animale, puisqu'elle travaille, je crois, depuis 1990 sur le sujet, et que c'est elle qui a créé le concept même de communication animale intuitive en 1995. Et je crois par ailleurs, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il me semble qu'elle donne des formations professionnelles. Donc,
voilà, il y a du monde. Et puis on a aussi, par exemple, le vétérinaire comportementaliste. Alors lui, qui est dans un autre ordre d'idée, il est médiatisé. C'est Thierry Bedossa qui est très très ouvert à la communication animale intuitive. Et puis je suis sûr qu'il y en a plein d'autres encore. Mais bon, j'avoue ne pas avoir fait de listing précis à ce sujet. Bon, tout ça pour dire que non seulement la collaboration est possible, mais elle existe déjà. Et elle commence doucement mais sûrement à se manifester un petit peu partout dans le monde. Vous savez, l'humain, il est long à se métamorphoser, donc ce sera sans doute une évolution sur le long terme. Et puis, il y a toujours des oppositions à ce genre de fusion, parce que ça n'arrange peut-être pas les intérêts de quelques-uns, et je vous laisse deviner qui. Je ne vais pas entrer dans ce sujet parce qu'il nous faudrait 1 heure de plus. Alors, autre signe de cette évolution et de cette rencontre entre communication animale et vétérinaire, c'est qu'il y a à ce jour, il me semble, 2 ou 3 thèses faites par de jeunes vétérinaires à l'occasion de leurs études et qui parlent, évoquent, mentionnent la communication animale. Dont d'ailleurs justement la nièce du communicateur animalier Jean-Luc Janisewski, avec qui j'ai travaillé pour la réalisation de cet ouvrage, et dont la nièce, qui est maintenant vétérinaire, a consacré sa thèse de doctorat à la communication avec les animaux. Bon, cela dit, soyons réalistes, il n'y a pas encore d'enseignement de la communication animale dans l'école vétérinaire. Pascal, la vétérinaire, m'expliquait que jusqu'à il y a quelques années, il fallait même pas en parler si on voulait ne pas avoir de soucis avec l'ordre des vétérinaires. Donc, il faut bien comprendre qu'on est encore on n'est pas encore tout à fait dans une rencontre accomplie entre communication animale et vétérinaire. Et en même temps, on voit bien que ces deux savoirs commencent à flirter ensemble grâce à des individus isolés qui ont vraiment le courage d'en parler et voire de s'y engager. Bon, il est probable que ça va faire un peu tache d'huile, du moins en tout cas on peut l'espérer, et que ces deux savoirs seront un jour enseignés aux générations futures. Il me semble qu'on va vers l'insertion de la communication animale dans les cursus vétérinaires, mais évidemment ça mettra un certain temps, et comme je ne suis pas voyante, je ne vous dirai pas combien de temps il faudra. Je voudrais juste faire une parenthèse quand même, parce qu'on relie communication animale et vétérinaire, mais concernant les rapports entre les deux, il faut bien comprendre que le communicateur animalier, qui n'est pas vétérinaire, ne se substitue jamais à la compétence du vétérinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, il se complète dans l'approche, il se complète dans la compétence et dans la sensibilité. Mais le diagnostic et le soin sont d'abord envisagés par le vétérinaire. Le communicateur animalier n'intervient que pour compléter ou aider d'une autre façon ce que le vétérinaire ne parvient pas toujours à faire. Et il y a des exemples, il y a de plus en plus d'exemples justement de collaboration réussie entre les communicateurs animaliers et les vétérinaires. Alors, est-ce que tout le monde peut communiquer avec les animaux? Ça, c'est la troisième question qui m'est posée. Alors, parmi les communicateurs animaliers que j'ai eu l'occasion de côtoyer, il y en a qui ont cette capacité pour la communication animale depuis l'enfance, d'autres qui l'ont plus ou moins et qui ont travaillé pendant des années pour la perfectionner. Dans tous les cas, peu importe, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelle que soit l'origine ou la base des choses, il faut beaucoup d'années de travail et de méthode pour arriver à être un communicateur animalier. Et il faut mettre en place des moyens de valider aussi ses propres résultats. Sinon, c'est un peu facile de dire des choses et de ne jamais les vérifier ou les valider. Il ne suffit pas de claquer des doigts, d'avoir un peu d'intuition, d'aimer la nature ou les animaux pour être un communicateur animalier. Voilà. Mais, dans l'absolu, oui. La réponse, elle est oui. Tout le monde peut communiquer avec les animaux, à condition qu'on parvienne de se dégager de l'idée
qu'il faut forcément un don pour l'exercer, comme me disait Jean-Luc Janisewski. Le vrai problème, c'est pas le don, c'est le travail intérieur constant et long qu'il faut réaliser et réaliser sur soi-même avant de devenir un communicateur animalier digne de ce nom. Et pour ça, il y a énormément de travail intérieur et j'ai envie de dire comme je le disais un peu tout à l'heure aussi, de démentalisation. Les communicateurs animaliers que j'ai interrogés sont d'accord sur l'idée de dire que tout le monde parle déjà quelque part avec l'animal. Le problème, c'est juste qu'il faut arriver à faire passer cette aptitude de l'inconscience au conscient, de l'inconscient au conscient. Et justement, pour y arriver, il y a des techniques précises qu'on développe en formation et sur de longues années. Voilà. Après, en ce qui concerne les procédures de validation de ces capacités, elles dépendent des communicateurs animaliers. Ce sont ces validations qui permettent de vérifier que n'importe qui ne dit pas n'importe quoi. Parce que ça, que n'importe qui dise n'importe quoi, tout le monde en est capable. Et c'est pas pour autant qu'on est communicateur animalier. Jean-Luc Janisewski me disait, je le cite là, notre rôle à nous, c'est parfois d'accroître notre conscience dans la place de ce processus des personnes dont certaines sont spirituelles, d'autres le sont sans le savoir, et d'autres ne le sont pas spécialement. En fait, le spectre est extrêmement large. Donc la spiritualité, j'ai envie de dire, c'est autre chose. On peut ne pas spécialement avoir une spiritualité et avoir des capacités, et on peut très bien avoir des capacités à communiquer avec les animaux. Alors, ça m'amène à essayer d'écarter une confusion aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait de la communication animale qu'on est un être spirituel. Voilà. Là aussi, il ne faut pas tout confondre. Moi, je dois avouer que cette confusion m'agace assez souvent. Et puis, d'une façon générale, on colle un peu vite de la spiritualité partout, il me semble. Il y a une espèce de snobisme ambiant qui consiste à se vouloir spirituel, éveillé ou je ne sais quoi d'autre. Bon. Alors, moi, j'ai juste envie de dire à certains qu'avant d'être spirituel, essayez d'être vous-même. Voilà. C'est dur d'être soi-même, c'est-à-dire authentiquement soi-même. Et si déjà on arrive à ça, c'est pas mal. C'est un grand pas réalisé. Et pour moi, faire de la communication animale, c'est d'abord, et avant de chercher à communiquer avec l'animal, c'est prendre rendez-vous avec soi, dans la partie la plus profonde de ce que l'on est, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est à partir du moment où ce calage, en fait, cette rencontre est faite, et qu'elle est planifiée, pacifiée, etc., qu'on peut espérer établir une clairaudience ou une clairvoyance ou un clair ressenti avec l'animal. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que faire de la communication animale, c'est long et c'est un grand chemin initiatique. Parce qu'on doit, à mon sens, assainir le récepteur et l'émetteur que nous sommes tous. On doit le déparasiter de tout ce qui pourrait fausser la réception et l'émission. Et ça, c'est long. Ce qui me semble clair aussi, c'est que oui, la communication animale est accessible à tous, à condition qu'on effectue, ça engage une certaine forme de lâcher-prise en général. Et c'est pas facile toujours à faire le lâcher-prise, parce qu'il y a beaucoup de barrières culturelles, il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de principes que l'on n'arrive pas à évacuer, ou de prénotions. Et notamment, il faut lâcher prise sur le mental qui peut empêcher à un moment donné l'accomplissement de la communication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on est amené, au moins à titre d'exercice, à abandonner un certain contrôle de la pensée. Et en fait, quand on réfléchit à ça, on s'aperçoit que culturellement, c'est insensé d'abandonner le contrôle de la pensée, puisque depuis l'enfance, on est formé au contraire à contrôler nos pensées. Et la communication animale, ce qu'elle nous invite à faire, c'est à laisser passer l'information, à la laisser venir vers nous sans rien attendre. Et comme me disait la communicatrice animalière dont j'ai suivi les stages en tant qu'observatrice, non comme participante, juste observatrice, elle disait que entrer en communication avec l'animal se fait en étant dans, j'aimais beaucoup cette expression, un éternel présent.
Et je pense que c'est vrai. Et un éternel présent où le mental n'a pas sa place, en fait. Et on laisse venir ces informations captées dans cet éternel présent. Le message peut très bien arriver par la couleur, par d'une couleur, par une odeur, par un son, etc., etc. Et notamment, des méthodes de méditation, selon le caractère de chacun, peuvent aider et permettre justement de développer cet état-là. Enfin, la méditation, elle va à certains, ne va pas à d'autres. C'est pas un passage obligé non plus. Voilà. C'est comme la spiritualité, c'est pas un passage obligé. Il y a juste quand même une chose que j'ai envie de dire et qui est une alerte, c'est de bien comprendre que la plupart du temps, il ne suffit pas de faire un ou deux stages en communication animale avec X, Y ou Z pour s'autoproclamer tout d'un coup communicateur animalier. C'est pas parce que, de la même façon, c'est pas parce qu'on suit quelques cours de solfège que demain on va monter son site et puis en disant ou mettre sur son CV qu'on est musicien. Voilà, ou des choses de ce style-là. Je dis ça parce que malheureusement, selon mon observation, c'est de plus en plus le cas. Voilà. Moi, demain, si je veux, je peux créer un autre site à côté du mien qui dira que je suis communicatrice animalière. Or, c'est faux. C'est-à-dire, je ne le suis pas. Et c'est même si j'ai travaillé 2 ans sur le sujet, je ne le suis pas. Donc, attention à ce que j'appelle l'essayisme, ou bien l'opportunisme de certains. Voilà. Question. Les animaux peuvent-ils entrer en contact avec nous? Même question concernant les animaux décédés et par quels moyens? Alors cette question, à mon sens, il faudrait la poser plutôt à des vrais communicateurs animaliers, pas à moi, qui suis sociologue. Pourquoi? Parce que mon travail, c'est plutôt d'expliquer le sens collectif de la communication animale, le sens social, les enjeux que ça représente aujourd'hui, et non pas de développer ou d'expliquer les techniques de communication avec les animaux décédés ou vivants. Je n'ai pas la légitimité, j'ai envie de dire. Bon, par contre, je peux essayer de faire une réponse en bloc. Et je dirais oui, en gros, oui, bien sûr que les animaux entrent en contact avec nous et inversement, puisque justement c'est l'objet même de la communication animale. Et bien sûr qu'ils communiquent télépathiquement avec nous, qu'ils soient vivants ou défunts. Il n'y a aucune différence avec ce que l'on présuppose sur les humains, vivants ou défunts, à ce niveau-là. J'ai... par ailleurs, dans mon ouvrage, quelques exemples de ça qui sont racontés par Jean-Luc Janisewski et Pascal Piette, exemples qui sont issus de leur profession, de l'exercice de leur travail. En dehors de la communication animale, il y a bien sûr d'autres façons d'entrer en contact avec les animaux. Par exemple, grâce à la transcommunication instrumentale vidéo, où on peut très bien avoir aussi un contact par rêve nocturne ou toute autre façon. On peut... oui, c'est vrai qu'on peut recevoir un message d'un animal en dormant par le biais du rêve. Et je vais prendre un exemple personnel pour faire comprendre ça, plutôt que de proposer une réponse générale qui revient légitimement au communicateur animalier et pas à moi. Je me rappelle que quelques mois après le départ de ma chienne qui s'appelait Naya en 2013, elle est partie d'un cancer de la gencive. Je rêve quelques mois après qu'elle court auprès d'une roue de voiture, comme le font souvent les chiens, vous avez dû le voir certainement. Et dans mon rêve, elle a vraiment la forme, la pêche, elle court, et tout d'un coup, elle mord avec ses crocs dans le pneu et crève le pneu de la voiture en marche. Je me réveille tout d'un coup complètement étonné de cette scène, parce que tout simplement ça correspond pas du tout à ce qu'aurait fait ma chienne, ça correspond pas à son tempérament, voilà. C'est assez surprenant. Elle n'était pas du tout le style à mordre un pneu ou à s'exciter parce qu'une voiture passe. Elle était l'inverse de ça. Donc j'en ai supposé que peut-être, je dis bien peut-être, elle venait me signifier que la gencive était à nouveau opérationnelle, en fait, qu'elle était guérie. En tout cas, c'était une hypothèse. Alors je pose donc la question à la communicatrice animalière dont j'ai suivi en tant qu'observatrice les stages, et oui, elle me confirme qu'il arrive très souvent que les animaux viennent nous transmettre un message par le biais d'un rêve, et là en l'occurrence ça a de fortes chances d'être le cas. Elle me dit aussi que lorsqu'un animal part dans l'autre vie, après une lourde maladie ou un gros problème physique qui nécessite une
une reconstruction, il y a une phase de, je reprends son terme, hein, de réparation. Elle appelle ça la réparation, qui n'est pas évidemment une réparation physique comme lorsque l'animal est sur Terre, puisque l'animal est décédé et que le corps n'est plus là, en tout cas plus de cette façon, mais il s'agit d'une réparation plus subtile, de remise en état sur un plan plus éthéré, plus subtil ou plus spirituel ou plus énergétique, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc il est très probable, selon elle, que j'avais capté tout simplement un message de remise en état de ma chienne, une remise en état dans sa partie atteinte, mais évidemment sur un autre plan, qui n'est pas celui du corps physique. J'ai eu également, en termes, toujours pour rester dans la thématique du contact établi et en dehors de la communication animale, hein, j'ai eu également l'occasion d'avoir un retour de ma chienne par le biais de la transcommunication instrumentale vidéo. Cette technique dont j'ai parlé, entre autres, hein, au colloque des réalités invisibles au mois de mars dernier à Coucy. Alors donc ça se passait à l'occasion d'une session de transcommunication vidéo. J'ai vu la tête de ma chienne se figer sur deux images. Alors l'une où elle est de face et l'autre où elle est de profil. J'avais terriblement peur, évidemment, de manquer d'objectivité, de ne pas être objective et tout simplement de voir ce que je voulais voir, plus ou moins consciemment. Et alors, bon, je prends la décision de montrer cette image à 3 autres personnes qui connaissaient Naya, hein, très très bien, mais qui n'étaient pas impliquées comme moi émotionnellement. Et elles regardent les images et elles sont vraiment stupéfaites de voir, il y a vraiment une très très forte ressemblance sur l'image obtenue avec ma chienne. Et vraiment, c'est surprenant, c'est troublant hein, à ce point-là, quoi. Alors, malheureusement, j'ai eu trop rares animaux dans mes expériences de transcommunication vidéo, et c'est l'un de mes regrets. J'aurais adoré, vraiment adoré, avoir plein d'animaux, et pourquoi pas que des animaux, ça m'allait très bien. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai demandé aux communicateurs animaliers pourquoi j'avais plein de présences humaines et de très rares présences animales. Et là, franchement, c'est une question sans réponse, hein, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu de réponse qui me semble significative à ce sujet, ou du moins aucune que je juge solide. Hein, voilà, ça c'est une question que je pose, et s'il y en a qui sont susceptibles de m'expliquer pourquoi je capte plus d'humains que d'animaux, je suis ouverte aux hypothèses. Question suivante, nous retrouvons dans le chamanisme des animaux guides ou totems, sont-ils réels? Alors, moi, dès qu'on parle de réel, je frissonne, parce que le réel, on ne sait pas ce que c'est. Surtout à partir du moment où on mélange la conscience, ça devient d'une complexité inouïe. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend ce qu'on entend par réel, et franchement, j'ai pas envie de me lancer dans ce difficile sujet de savoir ce qui est réel ou pas. Par contre, puisqu'on est dans le sujet de la communication animale, je pense que il convient de faire une distinction, c'est que le totémisme n'est pas la même chose que la communication animale, et qu'il faut quand même les distinguer. Dans les sociétés amérindiennes et africaines, qu'est-ce que c'est l'animal totem? C'est quelque chose qui symbolise un lien intime, protecteur. C'est un esprit qui est jugé a priori bienveillant et autour duquel on se réunit. Il n'est pas, d'ailleurs, entre parenthèses, il n'est pas forcément animal, il peut être végétal, par exemple. Et on estime qu'en ces cas, il y a un rapport déjà avec l'humain. C'est-à-dire, quelque part, cet animal, il est un peu omniprésent, il est déjà présent dans l'humain. Et ce qu'il y a d'important de comprendre, c'est que le totémisme, enfin en tout cas d'important pour notre sujet, le thème d'aujourd'hui, c'est que le totémisme, il repose sur la permutation de l'identité humaine en animal, et inversement. Et c'est pour ça qu'on parle qu'un humain a l'esprit animal. Il y a une permutation de l'identité de l'humain vers l'animal et de l'animal vers l'humain, jusqu'au point où on pourrait dire qu'il y a presque une indistinction à un moment donné. Alors que dans la communication animale, c'est pas la même chose. Hein. On est, comme je le disais tout à l'heure, dans une interprétation
entre l'homme et l'animal. On est dans une traduction de message, la traduction de ce que veut exprimer ou de ce que ressent l'animal. Mais il n'y a pas de permutation ou de projection. Et en plus, dans l'animal totem, il y a une idée de groupe, ou souvent d'esprit d'espèce, ou d'âme d'espèce, qu'il n'y a pas forcément dans la communication animale, qui, elle, parle d'animaux domestiques, ou en tout cas d'animaux où les liens sont plus individualisés. Hein. Alors, avec l'animal totem, on est plus dans un message d'espèce ancestrale, alors que dans la communication animale, on est dans un message un petit peu plus individualisé et actuel, où il n'y a pas de permutation de l'identité. Autrement dit, le communicateur animalier est un interprète, c'est un traducteur, mais il ne permute pas son identité. Par contre, d'après ce que j'ai compris, il peut arriver, voilà, et là c'est là qu'on va rejoindre quand même ce fameux animal totem, c'est que il peut arriver qu'un communicateur animalier entre en contact pour une raison précise, et dans un espace qui n'est pas notre espace quotidien habituel, mais qui est un espace qu'on va qualifier, pour aller vite, de spirituel, il arrive donc qu'un communicateur animalier entre en contact dans cet espace spirituel avec un animal totem qui va l'aider à résoudre un problème qui est lié à l'animal dont s'occupe le communicateur animalier. Donc, un animal totem, d'après ce que j'ai compris, peut éventuellement aider un communicateur animalier, mais ce n'est pas la même chose que la communication animale. Peut-on faire le lien entre la communication animale et l'ufologie ? Alors, j'en suis la preuve vivante. Je dirais pas que c'est ma marque de fabrique, mais presque, hein, parce que moi je fais le lien, bien sûr, je le fais. Et je m'intéresse aux phénomènes ufologiques, je fais partie depuis des années de l'Académie d'ufologie, mais je tente aussi par mes travaux et plus récemment par quelques conférences à sensibiliser les ufologues à la communication animale. Et inversement, j'ai tenté à un moment donné de faire des liens entre des communicateurs animaliers et les phénomènes ufologiques. Ça m'a d'ailleurs valu à un moment donné de l'incompréhension et parce que je note que les gens n'aiment pas qu'on touche à leur spécificité, à leur image, à ce qu'ils estiment être leur compétence, et que leur ego, malheureusement, s'est parfois figé autour de cette fameuse compétence, et que, aussi bien d'ailleurs en communication animale qu'en ufologie. Donc, quel est le lien entre l'ufologie et la communication animale ? Déjà, toutes deux nous conduisent à réfléchir autrement ce lien que nous, humains, tissons avec d'autres espèces non humaines. L'une en amont, pour la communication animale, c'est l'animal, et l'autre en aval, c'est ce que j'appelle depuis des années les autres, et qu'on va qualifier d'intra ou d'extraterrestre. Et d'ailleurs, sociologiquement, c'est étrange de noter que ces deux disciplines, ces deux domaines explosent dans le temps pratiquement au même moment, qu'au même moment, elles commencent à rencontrer un succès populaire grandissant jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi ? Eh bien parce que au-delà de ce qui les distingue et de ce qui fait leur différence, parce qu'évidemment j'ai bien conscience que ce sont deux disciplines différentes, c'est quand même la même grande question qui est posée. Et cette question, c'est celle du rapport que notre espèce humaine entretient avec d'autres espèces en général, en amont et en aval de nous. Et ufologie et communication animale reposent sur la même hypothèse, à savoir qu'il y a d'autres espèces conscientes et intelligentes avec lesquelles l'homme est en relation. L'ufologie comme la communication animale sont pour moi un appel à refonder notre relation aux autres espèces avec bien sûr des techniques, des méthodes et des sujets différents. C'est une évidence, j'ai même pas besoin d'expliquer ça. J'avais pris une image pour illustrer ça et qui disait qu'ufologie et communication animale sont deux thèmes qui jouent une partition de conscience similaire dans le fond, mais avec des arrangements complètement différents. Alors, d'un côté, on a les défenseurs de la cause animale
qui rappelle qu'il est urgent qu'un lien plus respectueux et vertueux s'installe entre nous et les espèces animales. Et dans ce cadre-là, plus particulièrement, la communication animale montre que la conscience des animaux se relie à la conscience humaine ici-bas, mais que ça continue au-delà de notre Terre, dans un autre espace-temps, et dans une autre, avec d'autres lois physiques, j'ai envie de dire. Sachant qu'un humain peut être en contact avec son animal défunt par connexion de conscience. En plus, certains communicateurs animaliers œuvrent et collaborent avec des êtres subtils. Ça, c'est important. Ça se sait pas toujours ou insuffisamment parce que voilà, on passe à un autre registre, j'ai envie de dire. Mais les communicateurs animaliers, oui, œuvrent et collaborent avec des êtres subtils non terrestres. C'est ce que, de leur côté, les ufologues vont parfois appeler extra ou intraterrestres. Et c'est ce que les communicateurs animaliers, eux, appellent guides. D'autres vont les appeler vétérinaires du ciel ou aidants, ou de toute autre façon, peu importe le mot. L'idée, c'est qu'il y a un être subtil qui est là et qui les aide à accomplir leur mission de communicateur animalier. Ça, j'en parle très largement dans l'ouvrage pour ceux que ça intéresse. Et là, donc, on se rend compte qu'on rejoint totalement certains versants, en tout cas certains objets de la problématique ufologique. Alors, de l'autre côté, on voit des ufologues se battre depuis des décennies pour que la vie sur Terre ou en dehors soit comprise et appréhendée de façon plus large, quitte à sortir du cadre classique de la biologie anatomie. Ça veut dire qu'on sait très bien que les êtres non terrestres, extra, intra, quel que soit le nom que vous leur donniez, ils sont pas forcément de chair et d'os, ils sont subtils, ils sont invisibles, voilà, qu'est-ce qui les différencie des anges, qu'est-ce qui les différencie des guides, des vétérinaires du ciel, etc., etc. L'ufologue se rend compte que les formes prises par les extraterrestres ou intra-extraterrestres sont multiformes. Et que nous leur sommes reliés au moins par le phénomène de la conscience et de la télépathie. Ça aussi, ils le constatent. On les voit accepter les témoignages des abductés ou de ceux qui pensent communiquer avec des présences autres par connexion. Ouais, on retrouve les mêmes thèmes qu'en communication animale, sauf que c'est l'objet, c'est le support qui n'est pas le même. Alors, cela dit, attention, en disant cela, je ne suis pas stupide au point d'oublier qu'ufologie et communication animale n'ont rien à voir a priori, bien évidemment. Il est clair qu'elles n'ont pas les mêmes méthodes, qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs concrets et le même sujet. Et en plus, tiens, si on voulait une différence de plus, on peut dire qu'il y a une majorité, moi j'ai constaté... parce que moi je me mélange aux deux, que ce soit communication animale ou ufologie, dans ces deux groupes, il y a une majorité de femmes en communication animale et une majorité d'hommes en ufologie. Ça tend à il y a de plus en plus d'hommes en communication animale et de plus en plus de femmes en ufologie. Mais globalement, il y a vraiment une séparation entre les deux. Tout ça pour vous dire que la question, c'est pas de les confondre, juste, moi mon job, c'est de vous faire comprendre que les deux, si vous dézoomez, que vous prenez du recul, que vous les regardez d'un peu plus loin, vous vous apercevez que toutes ces deux disciplines permettent de sensibiliser la conscience collective à certaines questions. Et ces questions, elles sont au moins, je dis bien au moins au nombre de 5. La première des questions que ces deux disciplines posent, en amont et en aval de l'échelle humaine, n'y aurait-il pas d'autres espèces conscientes et intelligentes ? Oui. Pour l'ufologie, c'est oui. Et pour la communication animale, c'est oui. Donc, vous voyez, ça fait déjà un sacré point en commun. Deuxième question qu'elles posent toutes deux. Quel lien de conscience tissons-nous avec d'autres espèces que la nôtre ? Quel type de communication sommes-nous capables de mettre en place et en œuvre avec ces autres espèces ? Toute ufologie et communication animale vont vous dire que on peut avoir un lien direct avec une certaine traçabilité, un lien physique, et un lien télépathique. Troisième question qu'elle pose, ces liens sont-ils seulement à l'œuvre dans l'espace-temps classique ou prennent-ils place dans un autre espace-temps moins familier ? Oui, ils prennent place aussi bien pour la communication animale que pour l'ufologie dans
dans un autre espace-temps qui ne répond pas aux lois de la physique classique. Quatrième question qui est commune aux deux, c'est « Et si nous, humains, on était l'animal d'un extraterrestre, aimerions-nous être traités comme nous-mêmes nous traitons les animaux ? Est-ce qu'on n'est pas toujours finalement l'animal de quelqu'un d'autre ? » Là aussi, on se rend compte que communication animale et ufologie traitent toutes deux de ces questions cruciales, chacune à leur façon. Et d'ailleurs, pour les animaux c'est évident, mais pour l'ufologie, si vous avez bien remarqué, on se rend compte que dans les thèmes de science-fiction que l'on peut voir à la télé, que l'on peut voir au cinéma ou en littérature, il y a beaucoup de choses comme ça qui reviennent, où l'homme est exploité, dominé, voire mangé par des aliens, qui ne sont en fait que la transposition culturelle de ce que nous-mêmes faisons subir aux animaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une espèce de vase communicant, il y a une espèce de boucle entre les deux qui les lie. Enfin, cinquième question qui est posée, c'est que si tout est conscience et qu'en plus ces consciences s'échangent et se relient possiblement, alors est-ce que nous ne serions pas connectés sans même le savoir, non seulement entre espèces, mais avec une conscience d'univers? Alors là, c'est sans doute la grande question en cours à laquelle ufologie et communication animale auront à répondre à l'avenir avec leurs mots à elles, avec leurs mots respectifs, mais à condition que les personnes comprennent qu'elles doivent être, que ces deux disciplines doivent être traitées ensemble et qu'elles sont d'une égale importance, parce que faire évoluer l'une, c'est faire évoluer l'autre. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de, quand on traite de la maltraitance, il faut s'interroger sur la maltraitance en amont et en aval, sur la maltraitance d'un côté et de l'autre. On ne peut pas dissocier en deux ces questions. Alors évidemment, toutes ces questions dont je viens de parler se mettent en scène dans la communication animale et l'ufologie de façon différente. Chacune fait vivre ça à sa façon, avec ses mots, ses modes de validation. Après, c'est à chacun, à vous, à moi, selon la personnalité de chacun, d'aller vers une discipline ou vers l'autre, selon la sensibilité. Et d'ailleurs, on peut très bien être ufologue sans connaître la conscience animale et inversement. Mais il n'empêche que ce sont deux outils, deux plateformes qui sont en résonance sur un plan initiatique, c'est-à-dire qu'au final elles débouchent à peu près sur la même ouverture du champ de conscience. Et cette ouverture du champ de conscience, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'il y a dans les deux cas une remise en question, aussi bien en communication animale que dans l'ufologie, qu'il y a une remise en question de l'anthropocentrisme. Alors l'anthropocentrisme, c'est quand c'est lorsque on comprend la réalité à travers notre seule perspective humaine. Et donc, bien évidemment, c'est une perspective. Comprendre tout à travers l'humain, c'est très naïf et c'est erroné, quoi. Et tant qu'on reste bloqué là-dessus, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer, tout simplement. Et c'est là que moi je dis que ces disciplines, ufologie et communication animale, sont, à mon sens, c'est mon hypothèse, autocréées. Elles sont autocréées par la conscience collective pour justement nous aider à changer l'angle de vue sur le réel, en ce qui concerne précisément les liens interespèces. Elles agissent toutes les deux sur la connaissance, sur la conscience. Elles nous conduisent à comprendre, à prendre acte du flux incessant qui opère entre les espèces. Et espèces dont aucune n'est plus ou moins importante en fait que l'autre, sachant que on est dans un flux et un mouvement d'ensemble. J'irais jusqu'à dire ce sont des disciplines qui nous permettent de sortir de l'ignorance de ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire des êtres, on est en réalité des êtres liés aux autres espèces, quelles qu'elles soient, et jusque dans d'autres espaces-temps. Dernière question. Si nous pouvons communiquer avec les animaux, cela ne veut-il pas dire que nous pouvons le faire également avec toute autre forme de vie ? Alors oui, bien sûr, pourquoi pas. Cette question posée renvoie au thème plus général de la conscience globale.
Alors sociologiquement, il est clair pour moi que le thème de la conscience globale, c'est quelque chose de très présent dans l'actualité. C'est présent de différentes façons. On prend acte par exemple que les végétaux, les animaux, les humains, la Terre et même des présences non terrestres interfèrent avec notre espèce humaine. C'est ce que j'appelle dans l'ouvrage une boucle rétroactive. On le voit vraiment à tous les niveaux et cette question est posée à peu près plus ou moins dans toutes les disciplines. Pour moi, la question aujourd'hui, elle est plus tellement de prouver tout ça, même si on n'a pas encore tout démontré, mais de savoir comment on va gérer toute cette information, toute cette interdépendance avec d'autres espèces et d'autres espaces, hein, parce qu'il y a les espèces et les espaces. La vie est, dans l'optique de cette conscience globale, la vie, elle est vue un peu comme une sorte d'épanchement continu d'une espèce à l'autre, d'une forme de vie consciente à l'autre. Et dans cet épanchement, l'homme est un élément, l'élément d'un réseau qui le dépasse totalement, mais dont il est malgré tout l'un des maillons assez importants. Et pour toutes ces raisons, je crois important d'assimiler deux concepts que j'ai pris le temps de développer dans l'ouvrage. Le premier de ces concepts, c'est celui de solidarité. La solidarité, c'est pas un truc de gauche ou de droite ou qui est forcément économico-politique ou économico-politico-social, etc. Quand je parle de solidarité, ça va au-delà de tout ça. Mon approche ici, elle est apolitique. Je partirais plutôt de l'étymologie du mot solidarité qui vient du latin solidus, qui veut dire entier. Et ce mot désigne un lien puissant, unissant des personnes, qui signifie d'une part que l'homme est l'élément d'un réseau plus vaste que lui-même, d'autre part que son comportement peut impacter l'avenir des autres formes de vie, et donc la sienne de vie aussi. Le mot solidarité, dans le contexte spécifique de cette communication animale dont on parle depuis le début, c'est l'idée qu'existe un sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque entre des êtres vivants, reliés les uns aux autres, dont l'un s'appelle l'humain et l'autre l'animal. On a avec les animaux un lien mutuel, à la fois physique et de conscience, qui fait qu'on est complètement obligés les uns par rapport aux autres, et c'est comme ça. Voilà. Et j'ai presque envie de dire qu'on n'a pas le choix, tant qu'on est ensemble sur cette terre et qu'on partage cet écho physique, qui est à la fois physique et spirituel, hein, matière et esprit, si vous préférez. Si d'ailleurs la communication animale et l'ufologie se répandent depuis quelques décennies comme une traînée de poudre, c'est aussi pour nous faire comprendre l'importance de ce lien solidaire que l'on a avec d'autres espèces que nous-mêmes. Et chacune de ces disciplines le fait dans des domaines ou dans des sphères évidemment spécialisées. Mais bon, quand on prend un peu de recul, lorsqu'on décolle le nez de la vitrine de chacune de ces disciplines, c'est-à-dire quand on dézoome, hein, on s'éloigne, on prend un regard qui va de plus en plus en hauteur, ben on s'aperçoit que ces deux disciplines nous entraînent toutes les deux vers une compréhension élargie de cette solidarité telle que j'en parle à l'instant. La communication animale et l'ufologie, ce sont comme deux exercices de terrain qui nous mènent vers un second concept qui est tout aussi important que la solidarité. Et cet autre concept, je l'ai appelé l'hyperécologie. Alors, l'hyperécologie, qu'est-ce que c'est ? En gros, on sait que l'écologie, déjà, toute seule, c'est l'étude des milieux où vivent des êtres vivants. Bon, je résume fortement, mais c'est quand même ça l'idée majeure. Cette écologie, on s'en rend compte, bien des difficultés à la mettre en œuvre sur un plan local, sur un plan national, sur un plan continental et mondial, je vous en parle même pas. Pourtant, oui, moi j'ai le sentiment que, en termes de devenir en tout cas, elle est presque déjà dépassée, si j'ose dire. Pourquoi elle est dépassée ? Parce que à partir du moment où on comprend
Et on reconnaît que les consciences s'échangent par-delà le mental, qui lui, je le rappelle, n'est qu'un exécutant, hein, le mental. À partir du moment aussi où on comprend que les consciences s'échangent au-delà de l'espace-temps classique qui répond aux lois physiques. Et c'est clairement ce que montre la communication animale quand on la pratique. Alors ça veut dire que nos pensées, nos émotions, nos actes sont autant d'informations qui voyagent dans d'autres espaces-temps. Ce qui revient à dire que nous sommes des êtres constamment en état d'émission et de réception d'informations. Bon, par conséquent, on doit veiller à ce que nous envoyons dans ces espaces-temps comme information. D'où justement l'importance de l'éthique qui, bon, à mon sens, et ça, alors, ça n'engage vraiment que moi, mais à mon avis, l'éthique sera amenée à remplacer toutes les religions un jour, et quelles qu'elles soient. Cette autre phase qui succède à l'écologie traditionnelle que nous connaissons, hein, et qui a déjà bien des difficultés à s'enraciner sur cette planète, eh bien, cette autre phase qui succède à l'écologie, c'est l'hyperécologie, et elle est plus ambitieuse encore. Se développe cette notion d'hyperécologie, je la développe amplement dans l'ouvrage, en partant justement de l'exemple de la communication animale intuitive, de la conscience animale, disons. Pourquoi j'ai pris le cas de la conscience animale pour évoquer cette hyperécologie ? Parce que je trouve qu'elle est représentative de cette autre façon de voir cet environnement élargi, dans la mesure où la communication animale traite en boucle la conscience humaine, hein, c'est-à-dire celle du propriétaire de l'animal ou bien du communicateur animalier, celle de l'animal, et aussi celle de l'être non terrestre. Et là, je fais référence à ces présences autres qui aident, à partir de notre espace-temps, certains communicateurs animaliers, ces présences que l'on nomme guides, aidants, vétérinaires du ciel ou autrement. Je dirais que la communication animale, elle donne une sorte d'épaisseur supplémentaire à l'écologie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Elle dit... premièrement, qu'on interagit avec des animaux. On est en lien interactif et physique avec des animaux. Deuxièmement, on est aussi en lien avec leur esprit, dans cet espace-temps soumis aux lois de la physique classique. Elle dit également que leur esprit, qu'on est en contact avec leur esprit au-delà de cet espace-temps. Elle dit également qu'on interagit avec d'autres présences, issues d'autres espaces-temps, et c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces guides, ces aidants, ces vétérinaires du ciel, etc., qui sont des présences autres qui aident les communicateurs animaliers dans leur fonction d'interprète. Mais c'est pas tout, parce qu'elles assistent aussi les animaux qui ne sont plus avec nous, mais lorsqu'elles sont dans l'après-vie. Alors, c'est tout ça l'hyperécologie, c'est-à-dire comprendre que nous sommes aussi impliqués dans de l'interespèce, de l'interconscience et de interespace. L'écologie, c'est pas uniquement s'occuper du bio, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Elle va prendre des extensions, cette écologie telle qu'on la vit. On n'en est qu'au balbutiement, à mon sens. Et cette extension va rejoindre la notion de conscience, d'interconscience et d'interespace. Bon, à partir de là, il nous appartiendra individuellement et collectivement de prendre ou non des décisions éthiques et comportementales. Parce qu'à partir du moment où on sait toutes les implications de cette hyperécologie, de notre situation dans le monde, il y aura normalement ou probablement des résolutions éthiques et comportementales à prendre. Les prendrons-nous? Je ne le sais pas. Pour terminer, je dirais tout simplement que la communication animale, pour revenir à cette idée que je pense importante, elle permet de s'initier à ce vaste projet hyperécologique. Et je crois que l'ufologie aussi.
Ce sont, pour ainsi dire, on pourrait les voir comme deux cours de travaux pratiques, de TP, hein, deux modules ou deux exercices qui nous permettent à la fois de pratiquer et de tester la faisabilité de ce vaste projet d'hyperécologie enfanté par la conscience collective. Et cette conscience collective, elle est aussi une partie de nous.